Bonjour David. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? Oui, bonjour. Alors, je suis David Meulemans. Je suis éditeur aux éditions Forge de Vulcain, une maison d'édition que j'ai créée avec des amis il y a une dizaine d'années. Alors, j'ai créé avec eux, mais je suis la seule personne en opérationnel en permanence aux Forges parce que les autres, ils ont des métiers qu'ils avaient déjà avant. Et puis, ça serait très compliqué pour une maison indépendante d'avoir plusieurs salariés en même temps. Et initialement, moi, j'ai fait des études de philosophie à Paris et à Aix. J'ai été apprenti enseignant-chercheur pendant 10 ans, de 2000 à 2010. Et il m'arrive encore d'être chargé de cours à droite à gauche. Alors généralement maintenant, c'est plus rarement la philo que j'enseigne, c'est plus souvent l'édition, soit l'édition française, soit l'édition américaine, parce que j'ai fait 2 ans de stage aux États-Unis, et puis j'ai une partie de ma famille qui est américaine, donc j'ai une meilleure connaissance que d'autres éditeurs des Amériques tout simplement. Et voilà, alors les Forges, je les ai créés en 2010, mais c'est que en 2013 que je suis passé à plein temps dessus, parce qu'il fallait que ça atteigne une certaine surface économique. Et sinon, les 3 premières années, je faisais ça les soirs et les week-ends. Et c'est une maison qui a grandi très organiquement, parce que comme je suis pas issu de l'édition, donc j'ai pas fait de master d'édition, j'ai pas travaillé dans une autre maison d'édition, j'avais à la fois des lacunes professionnelles et puis un manque de reconnaissance d'autres acteurs, ce qui est logique parce que j'étais complètement de l'extérieur, donc il a fallu que je montre que je savais faire. Et voilà. Et l'avantage d'être un ancien prof, c'est que généralement, si on est prof, c'est que on aime apprendre et voilà, et on a foi dans notre propre capacité à apprendre, enfin généralement. Donc en fait, j'ai appris la diffusion, la distribution, la librairie, voilà. Alors j'ai encore énormément de trucs à apprendre, mais ça a été une maison d'abord autodiffusée, puis avec un premier diffuseur, un deuxième diffuseur, et voilà. Donc là, les Forges, pour leurs 10 ans, ont atteint une forme stable pendant encore quelques mois, je pense, où on sait ce qu'on veut faire éditorialement, le modèle économique fonctionne, la proposition graphique et éditoriale fonctionne, et voilà. Bon, j'ai répondu un peu plus longuement, mais voilà. Donc moi, je suis né en 78, j'ai fait des études de philo à Paris, j'ai fait une thèse de philo sur la créativité artistique. J'ai lancé la maison d'édition en 2010, j'ai commencé à y travailler à plein temps en 2013, et donc la maison a 10 ans, et je suis la seule personne à plein temps. Ok. Donc, une partie de ce qui nous a intéressé, c'est que tu es un éditeur qui a un catalogue assez riche et centré sur la littérature de l'imaginaire, et que tu es aussi un éditeur relativement vocal sur ces sujets-là. Du coup, les questions vont pas mal être centrées là-dessus. Et pour commencer, on aurait souhaité t'interroger, comme c'était censé être le contexte de l'interview, sur le thème des Utopiales de cette année, qui est la trace. Et savoir comment toi, en tant qu'éditeur, tu gères les réflexions autour de ce sujet du vestige, de sa valorisation, notamment dans les cultures de l'imaginaire, et notamment en termes de texte édité. Du coup, j'imagine que ce serait plutôt central, là. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, j'aime bien ces salons où il y a un thème comme ça, parce que un truc qui me manque dans l'édition que je fais plus, que je faisais quand j'étais prof de philo, c'est on donne un sujet de thème et voilà, on fait plus de dissertation. Et moi j'adorais. Alors c'est peut-être une perversion sexuelle, mais moi j'adorais les dissertations. Et donc si on me donne une feuille de papier 4-5 heures devant moi et voilà, j'adore faire ça. Donc en fait, la trace, je l'avais centrée sur 2 sujets différents. C'était à la fois à l'intérieur de la fiction et à l'extérieur de la fiction. C'est-à-dire à l'intérieur de la fiction, c'est tous les textes qui sont des textes de réflexion sur la mémoire. Donc ça, c'était un axe important de la réflexion. Pour te donner un exemple, dans le catalogue des Forges, on a sorti à l'automne Les Abysses de Rivers Solomon, donc une auteurice d'origine américaine. Je dis auteurice, c'est une personne transgenre qui est binaire non pluriel. Alors, parfois oralement, je vais accorder au féminin, mais parce que j'accorde grammaticalement avec le terme de personne. Voilà. Ok. C'est pas au sens d'identité que j'accorde, c'est au sens simplement grammatical avec le mot féminin de personne. Voilà. Mais c'est parce qu'à l'oral, c'est plus difficile de maîtriser la chose. Bon.
Les Abysses, c'est un roman qui parle en partie de la mémoire traumatique de l'esclavage au sein des populations noires, mais aussi au sein de la population générale. Donc ça, c'était une des premières thématiques. Je peux broder à partir de là parce qu'on a plusieurs textes en fait qui résonnent sur ça, sur comment dans des textes d'imaginaire qu'on tourne souvent vers l'avenir, on écrit l'avenir en s'appuyant sur le passé. Ça, c'était une première thématique qui m'intéressait. Et la deuxième thématique, c'est que effectivement, les littératures de l'imaginaire sont maintenant des littératures qui ont un passé très très étendu, un patrimoine très étendu. On voit que c'est un patrimoine étendu parce qu'il y a une partie de ce patrimoine qui a disparu. C'est au moment où quand une partie du patrimoine disparaît, c'est qu'on sait qu'on en a beaucoup. Voilà. Je pense à des choses comme le merveilleux scientifique, dont moi je suis pas un grand lecteur, mais que je découvre grâce au milieu de l'imaginaire français, qui est effectivement un patrimoine immense, ou un patrimoine, par exemple, qu'on peut trouver chez des éditeurs comme Le Visage Vert, qui fait un travail sur le 18e, 19e, début 20e. On découvre qu'il y a un grand passé de l'imaginaire. Et aux Forges particulièrement parce que ce travail patrimonial, on l'a fait sur un auteur qui s'appelle William Morris, qui est un auteur victorien, qui est parfois présenté comme un inventeur de l'imaginaire. Alors c'est toujours délicat parce que c'est un grand auteur qui est très reconnu au sein des Beaux-Arts, qui est reconnu au sein de la gauche britannique et américaine. Mais c'est vrai qu'en littérature, c'est un auteur qui n'a pas sa place, qui est particulièrement reconnu, parce que, en partie, c'est pas un auteur qui a eu un impact délirant en tant que romancier à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que c'est à peu près le contemporain de Wells, enfin, il est plus vieux que Wells, mais à certains égards, c'est le pendant fantasy de Wells en SF. Et voilà. Mais Wells, c'est un auteur qui a connu le succès tout de suite. Et voilà. Et Morris était très connu comme architecte d'intérieur, militant politique et essayiste. Mais finalement, ces romans, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas eu le même impact. Alors, ont été beaucoup lus par certains écrivains, mais c'est devenu un écrivain d'écrivain plus qu'un écrivain grand public, malgré ses tentatives d'être un écrivain grand public. Donc, la réflexion sur le patrimoine, c'est aussi quelque chose qu'on fait aux Forges. Alors, sur des questions, là, c'est vraiment le côté édito, on peut rentrer dans un truc très technique. C'est par exemple, si tu veux aller chercher un auteur patrimonial et le ramener vers la modernité, une technique, ça va être de faire des couvertures très modernes. Et ce qu'on a tenté sur Maurice, qui n'a pas du tout marché, pour une raison assez simple, c'est que quand tu fais ça, bah, tu perds le public initial qui est un public patrimonial. Donc on est revenu finalement vers une approche beaucoup plus classique, c'est d'aller chercher des peintres et illustrateurs du 19e siècle. On s'est dit, au moins comme ça, le public qui aime la littérature du 19e siècle repérera l'auteur. Sachant qu'en plus, je pense que l'imaginaire fantasy et l'imaginaire SF fonctionnent pas tout à fait de la même façon, parce qu'il y a un pan de l'imaginaire fantasy qui a un imaginaire qui a une dimension passéiste, c'est-à-dire c'est du médiéval fantastique, souvent la fantasy, pas toujours. Et donc, ça aurait été plus simple, parce que par exemple, je pense que si on fait de la rétro-science-fiction, c'est-à-dire de la science-fiction, qu'on exhume de la vieille science-fiction avec les codes graphiques 19e, début 20e, là, c'est beaucoup plus dur, en fait. C'est-à-dire, il y a quand même le risque qu'on s'adresse à un micro-public, alors qu'en fait, si on va exhumer la fantasy 1850-1950 avec des contemporains graphiques de leur époque, c'est-à-dire des auteurs soit victoriens, soit édouardiens, voilà, ça se joue. Et nous, par exemple, ça nous a permis une reprise d'un de nos titres de Maurice chez Libretto, qui pour le coup est un éditeur de poche qui a un très très gros patrimoine du classique de l'imaginaire, puisque les premiers créateurs de Libretto avaient fixé comme objectif à cette collection de poche de mettre en valeur tout ce patrimoine. Alors en fait, le patrimoine de l'imaginaire qui est dans le domaine public. Voilà. Parce qu'il y a en fait la notion de patrimoine, elle est difficile à gérer parce qu'on peut dire deux choses différentes sur le patrimoine. On peut parler de ce qui est dans le domaine public et on peut parler de ce qui est daté, mais qui n'est pas encore dans le domaine public, qui pose d'autres types de difficultés. Voilà. Donc voilà, traces, pour moi, c'était deux axes principaux. Les traces à l'intérieur des textes et comment le travail éditorial travaille la trace. Voilà. Ok.
C'est intéressant que tu amènes cette question du patrimoine parce que c'était un peu ma question suivante. Donc au laboratoire, nous, on souhaite diffuser les savoirs scientifiques autour de l'imaginaire, mais on est conscient que c'est aussi une culture qui repose beaucoup sur ce que Simon Bréant appelait les érudits de l'imaginaire, ces amateurs, faute d'un meilleur terme, on va dire amateurs, qui construisent et qui entretiennent un véritable savoir autour de la science-fiction et de la fantasy et des genres assimilés. Toi, depuis ton point de vue, comment interagissent ces deux pôles et à quoi ressemble l'écosystème érudit, on va dire, de l'imaginaire? Alors, c'est une bonne question, surtout qu'à proprement parler, moi, je ne suis pas du tout un érudit de l'imaginaire, au sens où ma formation initiale, c'est une formation de philosophe qui présente deux difficultés, c'est que moi, je suis moins érudit, tout simplement, que les érudits de l'imaginaire, parce que je ne suis pas littéraire. J'ai fait des études aussi, un peu de sciences humaines, mais je ne suis pas littéraire. Initialement. Et l'autre chose, c'est que les philosophes ont une approche souvent très concept, qui fait qu'ils ont tendance un tout petit peu à se détacher de la lettre des textes. Et donc, en fait, ils sont parfois un peu loin des textes et de l'histoire littéraire. Voilà. Donc, je ne suis pas un érudit. Voilà. C'est une question que je me pose ces jours-ci pour une autre raison, c'est que les éditions ActuSF m'ont proposé de diriger une monographie sur Ursula Le Guin, donc qui est une romancière pour moi extrêmement importante, qui est une romancière patrimoniale en fait, au sens où son niveau de reconnaissance et de légitimité intellectuelle, surtout aux États-Unis, mais un peu en France, fait qu'elle est vraiment à part dans comment dire le paysage de l'écriture de l'imaginaire. Ce qui est donc, je réfléchis sur écrire une monographie. Enfin, je dirige des auteurs. Alors, parmi ces auteurs, on a des universitaires, des romancières et des érudits érudites. Et c'est vrai que moi, en termes d'écriture, je suis un peu partagé entre ces deux pôles. C'est-à-dire que l'ancien apprenti universitaire chez moi, parfois, est un peu étonné par l'approche des érudits. Parce que parfois, chez ces érudits, il y a une culture encyclopédique très impressionnante, mais parfois un manque de méthodologie, c'est-à-dire qu'on sent chez certains qu'en fait, ils ont creusé leurs traces dans un corpus avec une absence de lien avec l'université, une absence de lien avec la méthode universitaire, une absence de lien avec la réflexion théorique sur les objets qu'ils étudient. Et donc, ça donne des choses un peu étranges, c'est-à-dire beaucoup d'anecdotes qui parfois sont des anecdotes plus ou moins fantaisistes. Voilà, parfois pas de culture de printing studies, c'est-à-dire dire à tel texte, ça me fait penser à tel texte, et voilà. Alors que en fait, on sait très bien que d'un point de vue théorie littéraire, ces deux textes ont peut-être un rapport de ressemblance, mais Le Guin n'a pas pu lire ce texte. Le Guin ne l'a pas lu, donc ça n'est pas une influence de Le Guin, et voilà, même très indirect, voilà. Donc c'est intéressant de travailler avec des profils qui sont très différents. Alors les romanciers, romancières, quand ils décident d'être intégralement romanciers, romancières, ils donnent leur ressenti ils décontextualisent complètement l'objet. Donc ça, c'est très stimulant, mais ils sont dans leur, comment dire, ils respectent la règle qu'ils se sont donnée. Donc ils ne sont pas en concurrence avec les autres. La concurrence des savoirs, elle se fait vraiment entre les universitaires et les érudits. Parfois aussi, c'est lié au fait que, comme tu le disais, c'est des amateurs. Alors, le côté noble de l'amateur, c'est qu'il aime quelque chose. Le problème, c'est que si on aime quelque chose, on est dans une approche axiologique ou évaluative, alors que normalement, le travail scientifique ne doit pas rentrer là-dedans. Alors, ça me rappelle une toute petite anecdote, notamment sur Simon Bréant. Je me souviens que dans son travail sur la science-fiction française, il y a des gens qui lui avaient fait le reproche de parler de mauvais livres. Et il avait répondu en disant, mais en fait, comment dire, je parle des livres qui existent, enfin, je parle de faits, c'est pas mon métier de distribuer des bons points en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas du tout scientifique comme approche. Et voilà. Alors bien sûr, ce qui est délicat nous avec une monographie sur Le Guin, c'est qu'on fait cette monographie parce qu'on aime Le Guin, et donc c'est aussi une façon de rendre hommage à l'autrice, mais ce que j'aimerais faire, c'est aussi essayer d'arriver à une certaine clarté sur certains sujets, puisque d'une certaine façon, je pense que un des défis de notre époque,
c'est de rétablir une culture du fait. Alors bien sûr, les faits sont débattables, les faits peuvent être des constructions sociales, et voilà. Mais même un fait qui est une construction sociale est un fait. C'est pas, on peut pas dire n'importe quoi dans tous les sens, et voilà, y compris sur des sujets qui sont des sujets littéraires qui peuvent sembler être de la matière molle, mais qui sont pas du tout de la matière molle. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent dans les cultures de l'imaginaire, c'est-à-dire l'opposition entre scientifique et littéraire, qui est une opposition à laquelle je ne souscris pas du tout, parce que je pense que les littéraires sont des scientifiques aussi, sauf bien sûr à avoir une ambivalence sur le terme littéraire qui va être de distinguer quelqu'un qui écrit bien et qui est fasciné par la magie des mots et quelqu'un qui est tout simplement un universitaire ou une universitaire qui travaille sur les disciplines de sciences, appartenant aux sciences humaines. Voilà. En fait, ça fait à la fin de cette micro-réponse, j'ai ouvert 80 portes et refermé aucune porte. Mais voilà, ma position avec les érudits, c'est que en fait, j'aime bien éditorialement travailler avec eux parce que je pense que je leur apporte quelque chose quand je travaille avec eux leur texte, qui consiste souvent à leur dire mais à tel endroit vous dites ça, mais vous êtes bien sûr parce que j'ai lu ça dans tel article et voilà, et ça les aide à compléter leurs articles. Moi, j'aime pas trop les articles de fanboy, mais l'érudit est parfois fanboy, mais l'érudit est parfois un vrai amateur au sens noble. Donc voilà, donc c'est au cas particulier. Je vais pas faire le sketch des inconnus sur le bon chasseur et le mauvais chasseur, mais il y a le bon érudit et le mauvais érudit. Mais il y a une vraie différence, sauf que là, pour le coup, il y a une vraie différence entre les deux. Et voilà, donc c'est très stimulant. C'est parfois, ça présente pas les mêmes difficultés qu'avec les universitaires, parce que les universitaires vont avoir tendance à dire ah, j'ai pas envie d'écrire sur la musique chez Le Guin parce que je connais pas, je suis pas assez légitime. Donc les universitaires ont tendance à sous-estimer leur légitimité. Les érudits parfois vont peut-être avoir tendance à s'illusionner sur leur maîtrise de certains concepts, voilà. Mais finalement, il suffit, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. Alors non, le phénomène que je n'aime pas du tout, qui est un phénomène que j'ai vraiment pendant toute ma courte carrière d'apprenti universitaire vu se développer, c'est en marge de la pop philosophie. C'est le fait qu'en fait depuis 20 ans, il y a beaucoup plus de travaux universitaires sur les cultural studies, la pop cultural studies, tout ça, ce qui est en fait très très bien. Mais notamment en France, je trouve que très souvent, encore aujourd'hui, quand on va travailler sur ces sujets-là en tant qu'universitaire, on s'encanaille, c'est-à-dire que on fait semblant de faire du travail sérieux et en fait, il n'est pas sérieux. C'est-à-dire, c'est un habitus social de se dire, par exemple, moi, quand je faisais mes études, on avait un trombinoscope des étudiants et étudiantes. Et il y en avait plein qui mettaient ce qu'ils aimaient dans la vie. J'aime la monadologie et le chocolat noir. Et en fait, c'était ridicule parce que chacun dans leur coin avait dit ça en disant hey, je vais être super malin. Sauf qu'à la fin, comme ils étaient 50% à avoir mis des trucs comme ça, où à chaque fois, il y a un élément de culture savante et un élément de culture personnelle ou quotidienne, on voyait que c'était un fait social. Le fait social était très clair. Ça consiste en fait à dire que je peux le maximum, c'est-à-dire me prenez pas pour un idiot, je suis hyper cultivé, je suis un vrai érudit, puissant intellectuellement, mais je peux aussi descendre parmi vous les hommes, les gens normaux, parce que j'aime aussi le chocolat noir. Et en fait, pendant des années en pop philosophie, on avait des trucs sur Matrix, sur des trucs comme ça, en fait, qui alors pour moi, on peut parler de tout. Tous les objets ont leur noblesse et leur intérêt scientifique. Et voilà, mais souvent, en fait, ils se permettaient des constructions intellectuelles qui ne se seraient pas permis sur des sujets sérieux. C'est-à-dire que, et je le vois, alors, par exemple, sur l'étude des séries, ça me frappe beaucoup, c'est que, alors, il y a des bons articles sur les séries, mais souvent, il y a des universitaires qui font des articles de fanboy qui, pour moi, sont pas dignes d'un travail universitaire. C'est-à-dire que si on parle de séries, en fait, les séries, ça appartient encore plus au audiovisuel. Donc, il faut avoir une fois dans sa vie ouvert un bouquin d'analyse filmique
faut se renseigner aussi sur je sais pas, sur comment fonctionne une writer's room. Il y a plein de documents accessibles en ligne. Voilà, il y a voilà. Donc c'est le type de truc que je veux éviter, c'est-à-dire les intellectuels qui s'encanaillent. Alors là où j'ai de la chance, c'est que sur le Gwyn, on n'a pas ce type de personne qui vient parce que le Gwyn a une forme de légitimité. Et puis en fait, on voit très bien que les intellectuels qui s'encanaillent, c'est lié à une interaction sociale qui est une logique propre de leur monde. Enfin, c'est un truc qui avait fait. Enfin, ça rejoint les réflexions de Bourdieu sur la télévision et les intellectuels. Et voilà, c'est-à-dire le moment où en fait l'intellectuel se dit j'ai la légitimité dans mon cercle, mais j'aimerais bien avoir une légitimité publique. Et voilà. Et en fait, ce qui sauve le Gwyn, c'est c'est pas intéressant d'aller chercher le Gwyn pour aller en parler à la radio et marquer des points. C'est plus intéressant d'aller chercher Star Wars. Voilà. Alors, je suis pas du tout en train de tirer à boulet rouge sur des bouquins sur Star Wars. Il y en a plusieurs qui sont très bien, voilà. Mais c'est simplement le truc que je voulais éviter. Je n'ai pas à le gérer finalement. Je sais que, en fait, il y a presque 20, non pas il y a 20 ans, il y a 15 ans, avec un collègue, on avait participé à un bouquin américain dans la collection Pop Culture and Philosophy. On avait écrit un article sur Lost. Et c'était assez étonnant de voir trois types d'approches de rapport à Lost par des universitaires. Il y avait ceux qui s'étaient encanaillés, ceux qui avaient vraiment fait un travail d'analyse assez poussé. Et en fait, nous, ce qu'on avait fait, c'était aucun des deux. En fait, on s'était pas mal appuyé sur des connaissances qui sont accessibles généralement à des élèves de terminale. Et en fait, on utilisait Lost pour une introduction pédagogique à des problèmes philosophiques. Ce qui est un autre usage de la culture populaire, qui n'est pas un usage qui fait augmenter la connaissance qu'on a sur la culture populaire, ça, voilà, mais c'était un usage pour essayer d'attirer en fait des gens vers des questions philosophiques. Ce qui est aussi un troisième usage de la culture populaire dans la culture savante. Après, il s'avère que sur le long terme, on s'était rendu compte de quelque chose, c'est que la culture des séries télé, par exemple, encore aujourd'hui, n'est pas une vraie culture populaire. C'est-à-dire que c'est complètement illusoire. Moi, je sais parce que j'ai enseigné que 3 mois en terminale, mais en fait, il y avait très peu de lycéens qui regardaient Lost. Et les séries télé qui étaient regardées par les lycéens, c'était pas du tout ces séries-là. Et que si vous faites un cours de terminale en vous appuyant sur The Wire, Battlestar Galactica, Mad Men ou des choses comme ça, en fait, vous parlez à même pas 1% de vos lycéens. Voilà. Même si la culture série télé s'est renforcée, je suis hyper bavard. Restons sur tes questions. Non, mais c'est intéressant, notamment le phénomène enfin, ce que tu appelles de l'encanaillage. Tu mets un mot sur une réflexion qu'on a eue plusieurs fois au sein du labo et sur lequel on savait pas mettre des mots, mais ouais, c'est quelque chose qui peut. Ça mériterait une étude en soi, quoi. Voilà. Clairement. Mais c'est compliqué. Enfin, je veux dire, une association de jeunes chercheurs qui n'est pas encore en poste dans le milieu peut pas se permettre de s'intéresser. Non, et en plus, moi, c'est toujours gênant parce que d'un côté, ça a l'air désagréable. Je suis pas en train de dire ça. C'est plutôt une injonction que je m'adresse à moi-même de pas faire ça, en fait. Bien sûr, évidemment. Et c'est vrai que en plus, c'est plus simple d'avancer dans la vie sans insulter les gens, quoi. Évidemment, enfin, bien sûr. Donc, voilà. Mais c'est vrai que et en plus, parfois on peut se dire non, c'est pas je me suis pas encanaillé. Et puis après, rétrospectivement, on relit le truc et on se dit ouais, j'aurais pu être plus strict côté concept et recherche là-dessus. Mais ouais, c'est pas facile. Mais l'avantage, c'est que ce que je présente est très schématique. Et en fait, ce schématisme, je n'ai pu l'atteindre que parce que je n'étais plus dans la recherche. Donc je sais que ce schématisme, il a quelque chose d'un peu caricatural. Mais en fait, c'est une sorte d'illusion régulatrice qui est très pratique pour se repérer dans l'espace. Après, il faut que je garde à l'esprit que c'est en partie une construction elle-même qui est très très schématique et que il y a beaucoup plus de zones grises que de pôles clairs comme ça, quoi. Mais se dire, par exemple, quand j'ai un usage de la culture populaire dans un texte scientifique, est-ce que c'est pour faire avancer la compréhension de ce phénomène de culture populaire? Est-ce que c'est fait
pour faire avancer, est-ce que c'est juste un outil pédagogique pour faire avancer un autre type de connaissances, ou est-ce que je suis juste en train de me faire plaisir parce que j'aime cette série? Voilà. Et c'est très dur, en fait, si on aime une série, de se dire, mais moi, c'est une question que j'ai en travaillant sur le Gwyn, c'est que, je te donne un exemple très simple, c'est que un des premiers colloques en tant que jeune chercheur auquel j'ai participé, c'était un... Ah oui, on est enregistré, donc il faut que j'anonymise les choses comme ça. Donc c'était un colloque où quelqu'un avait fait sa thèse, qui était une monographie sur une personne publique des années 40, 50, 60, très importante dans l'art français. Et ce qui était frappant, c'est que la conférence de 20 minutes, c'était de la géographie. C'est-à-dire que il y avait des questions techniques qui étaient... c'est-à-dire que le discours public de la personne n'avait pas du tout été interrogé et avait été repris... bon, ok, ça devient incompréhensible, je vais le dire très clairement. C'est quelqu'un qui avait travaillé sur la responsable du financement du théâtre public et amateur en France de 1947 à la réforme des années 60 sur les intermittents. Okay. Et en fait, cette dame, je parle de la personne qui était décrite, en fait, a dit qu'elle elle finançait tous les genres de théâtre et qu'elle aimait tous les genres de théâtre. Ce qui en soi est une parole, mais ce qui était terrible, c'est que la chercheuse qui avait travaillé dessus, en fait, n'avait pas vraiment interrogé la vérité de ce fait en comparant combien de troupes présentaient leur demande de subvention, combien étaient subventionnés, est-ce que c'était un petit bureau où une seule personne gérait toutes les demandes quand même à l'époque. Et donc ce fait était, et donc on s'était dit avec les autres personnes avec qui on était à la conf que c'est vrai que c'était un peu délicat de ne pas avoir interrogé ça. Et il y avait quelqu'un qui avait dit en plaisantant, c'est comme si on avait étudié comment dire, la production industrielle soviétique dans les années 40-50 en s'en tenant au communiqué de Staline, quoi. Et voilà. Bon, c'était ce type de choses qu'il faut... Enfin, voilà, faut s'interroger. C'est vrai que quand on aime un sujet, on n'est jamais très très loin de la géographie, du plaidoyer de pro domo. Et voilà, donc c'est un autre danger à éviter dans la recherche sur les cultures populaires, parce que souvent on se tourne vers ça parce qu'on aime ça. Oui, clairement. Je vais sortir un peu de ce sujet-là pour se diriger vers quelque chose qui a été très rapidement abordé, mais en détail, enfin pas en détail. On a régulièrement un débat au sein de notre association. C'est un débat qui, pour moi, résonne beaucoup avec une tribune d'actualité que tu as rédigée il y a quelques années, qui s'appelait « L'adieu à la littérature générale ». Il me semble que c'est toi qui... Oui, et la question qu'on a, nous, c'est de savoir si les cultures de l'imaginaire peuvent être considérées comme marginalité ghettoisée, pour reprendre un terme qui a plusieurs fois été employé par des universitaires, justement, notamment par rapport à la littérature blanche, ou si cette position, elle est plus contestable aujourd'hui. Et de façon générale, on se pose cette question de la légitimité de notre sujet. Est-ce que ou plutôt de sa perception, est-ce que les cultures dites de l'imaginaire sont perçues comme légitimes ou pas, et est-ce que cette catégorisation de l'imaginaire contre la culture blanche, on va dire, elle est pertinente? Qu'est-ce que c'est, toi, ta position sur ce sujet-là? Alors, voilà, d'une part, il y a une ambivalence parce que pour moi, le terme imaginaire, c'est une sorte de construction qui est en grande partie rétrospective, et c'est une construction aussi qui est liée à des contraintes de la librairie et des contraintes de l'édition. Donc, on n'est pas dans un concept esthétique ou artistique pur, on est vraiment dans autre chose, une sorte de contexte opératoire. Voilà. Je pense que la question de la légitimité dans les pratiques artistiques, c'est une question ancienne. C'est une question, ça rejoint un peu la question des érudits, des fanboys. C'est marrant. Et oui, on peut dire fangirls aussi pour être inclusif, mais c'est vrai que c'est malheureusement très masculin parfois les fanboys. Mais la question de la légitimité, en fait, moi, ma position, elle est assez simple, mais je pense que c'est peut-être parce que je viens de l'université, c'est que il n'y a pas de vrai problème de légitimité, au sens où la légitimité, il y a la question des instances de légitimité. Alors, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Tout à l'heure, je te parlais d'un colloque où j'étais
qui était un colloque sur le théâtre amateur c'était l'Université d'Avignon qui nous avait invités. Et la question, c'est à quel moment on bascule dans le théâtre professionnel. Donc, il y a des critères de reconnaissance du théâtre professionnel, c'est-à-dire est-ce que la troupe a un fonctionnement professionnel, est-ce des concepts économiques, c'est-à-dire proportion d'intermittence, ce type de choses. Et à partir de ce moment-là, une des hypothèses, c'était de dire que la notion de légitimité, la légitimité, elle est perçue et donnée par des acteurs différents. Pour moi, les cultures de l'imaginaire, elles sont légitimes depuis très longtemps. Elles sont légitimes à partir du moment où on fait des thèses dessus. C'est-à-dire que, par exemple, dire aujourd'hui le polar est une culture en marge, c'est vivre sur la Lune. Parce que ça fait 50 ans qu'on fait des thèses sur le polar. Voilà. Alors après, on peut dire, mais quand je parle autour de moi, il y a je donne un exemple. J'ai une amie qui est spécialiste, qui est maître de conférence en littérature américaine. J'essaie de lui faire lire du Le Guin, et pour elle, les couvertures de Le Guin font qu'elle ne peut pas lire du Le Guin. Pour elle, c'est pas de la vraie littérature. Sauf que, en faisant ça, même si elle est universitaire, c'est un critère extra-universitaire. Parce que, voilà, on voit qu'aux États-Unis, Le Guin a atteint cette question de légitimité, et donc en France, c'est une question de distinction. Donc c'est une logique qui n'est pas une logique intellectuelle, c'est une logique purement sociale qui fait qu'il y a cette rupture. Mais donc, si je parle à certaines personnes, il y a des personnes qui vont dire que ce n'est pas des cultures légitimes, mais en fait, moi, les personnes que je respecte intellectuellement et qui sont pour moi des instances importantes ont reconnu la légitimité depuis longtemps de toutes ces cultures-là. Voilà. Et l'autre chose, c'est que je pense que dans un monde d'action qu'est le monde de l'édition, donc c'est un monde qui est différent du monde universitaire, qui est un monde d'analyse et de réflexion, d'études. Dans le monde d'action, on a beaucoup de mythes qui sont des illusions régulatrices pour agir, et le mythe de la légitimité ou du procès en illégitimité, c'est un mythe très utile. Mais je pense qu'il ne faut pas en être dupe. C'est-à-dire dire en permanence il faut qu'on reconnaisse notre légitimité, c'est un peu une illusion parce que c'est une manière de créer une sorte de drame public où on se donne un beau rôle de héros de la légitimité face à des méchants, et voilà. Et en fait, je dis pas que ça n'existe pas complètement. C'est-à-dire que moi, parfois, quand on sort un très bon bouquin, que pour des raisons techniques et commerciales, on place en imaginaire, mais qui pour moi, dans 50 ans, on aura oublié cette classification et ce sera juste un très très grand bouquin. Quand je vais le montrer à certains interlocuteurs, presse, et voilà, et ils disent oh là là, non, non, moi je fais pas la littérature de l'imaginaire. Et qu'on leur dit bah, c'est juste de la littérature, et ils me disent non, c'est de la littérature de l'imaginaire, donc moi je fais pas. Il y a bien des questions de légitimité, illégitimité, ça existe. Mais je pense que dans le monde d'action, qui est le monde de l'édition et de la librairie, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat légitimité-illégitimité. Je considère que nous, notre parole et notre rôle, pardon, en tant qu'éditeur et éditrice, c'est de faire le meilleur livre possible, selon nos critères. C'est-à-dire que Les Forges, c'est en partie un éditeur d'imaginaire, mais c'est aussi un éditeur de transfiction, c'est-à-dire de textes qui sont à mi-chemin de la littérature générale et de la littérature de l'imaginaire. Et d'ailleurs, pendant une époque, ce que je disais, c'est, pour définir Les Forges, c'est de la littérature générale qui a un peu d'imagination, ou de la littérature d'imaginaire qui a un peu d'ambition. Alors, je ne dis plus, parce que c'est très désobligeant pour pour beaucoup d'éditeurs ou d'auteurs, et c'est pas du tout ma volonté de dire quelque chose de désobligeant. Mais le fait est que effectivement, nous, ça nous crée un creux. Donc c'est plus facile pour moi de le dire, c'est-à-dire que c'est clair que pour les forges qui sont en transfiction, c'est plus facile d'avoir de la reconnaissance parce qu'on a des couvertures, nos textes en imaginaire, en littérature générale, ont la même maquette. Alors que effectivement, si on arrive avec des maquettes qui sont des maquettes très inspirées de la tradition pulp, donc des maquettes qui ne sont pas dans le graphisme mais dans l'illustration, qui sont avec des couleurs criardes, c'est quelque chose qui va gêner la reconnaissance par certains acteurs. Mais le fait est que vous pouvez avoir ce type de couverture et à l'intérieur avoir un travail éditorial qui fait que le régime du texte, c'est un régime du texte qui s'émancipe de ces deux distinctions entre général et imaginaire.
Et voilà, je sais pas, je pense que Jaworski, c'est très très bien écrit. Voilà, c'est un grand styliste et voilà. Donc, je ne peux pas dire que la distinction entre littérature générale et littérature de genre n'existe pas. Elle est construite culturellement, voilà. Après, je pense qu'on a quand même les moyens de la contourner de temps en temps, qu'il ne faut pas l'accentuer par notre action. Mais c'est vrai que moi, je suis intéressé parfois par des trucs. Un phénomène que j'ai vu, c'est que les mauvais romans de littérature générale sont souvent des romans où l'auteur ou l'autrice se dit, comme mon texte se passe dans le monde réel, je n'ai pas à recréer le monde. Or, les bons romans de littérature générale, c'est des romans où il y a un effet de world building. Sauf que c'est du world building de notre monde. Mais ils le reconstruisent socialement, en fait. Et ça, c'est ça que je trouve fascinant, parce que souvent, les lecteurs de littérature générale font un reproche aux littératures de l'imaginaire de faire trop de world building. Et ce qui est parfois vrai. Parce que parfois, on a l'impression que le world building devient plus important que la psychologie, que les personnages, ce type de choses. Voilà. Mais en fait, on pourrait tout à fait dire aux gens qui font de la littérature générale, de dire que les bons romans de littérature générale, c'est pas que des romans très psychologiques, très bien écrits, c'est des romans où il y a du world building, sauf que comme c'est dans le monde réel, vous vous en rendez pas compte, mais il y a eu vraiment cet effort de world building. Bon, je diffère, mais voilà, c'est ça un peu ma position sur ces questions-là. Moi, par exemple, la monographie Le Guin, c'est un point de détail, mais par exemple, si on fait un financement participatif dessus, et ça va être utilisé pour augmenter le façonnage du livre. Je pense qu'au-delà d'un certain niveau de façonnage, on aura une version qui sera en tissu avec une surcouverture. Et c'est très clair que la couverture Le Guin qu'on a pour l'instant pour cette monographie, c'est une surcouverture qui fait très imaginaire. C'est-à-dire, elle est très pimpante. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est de me dire qu'il y a des gens qui, si on a suffisamment levé d'argent, pourront retirer cette surcouverture et avoir une version de Le Guin plus légitime, entre guillemets, c'est-à-dire avec du tissu tendu, et voilà. Voilà. Mais par exemple, je sais pas, par exemple aux États-Unis, les œuvres complètes, alors c'est pas les œuvres complètes, les œuvres presque complètes de Le Guin sont chez Library of America. Donc Library of America, c'est un éditeur qui date des années 70, qui est un éditeur à vocation non lucrative, qui s'est inspiré de la Pléiade. Alors les livres sont quand même un peu moins chers parce qu'ils sont entre 30 et 50 $ le livre. Et en fait, il y a le même type de travail, généralement avec un universitaire qui fait un appareil critique assez bien, enfin assez remarquable. Et là, effectivement, à l'intérieur, on retombe dans du livre de bibliothèque classique. Et voilà, alors effectivement, on peut dire, est-ce que c'est parce que l'autrice est légitime qu'elle atteint la Library of America, ou est-ce que c'est la Library of America qui donne la légitimité? Mais voilà, je pense que les éditeurs et les auteurs, parfois, ont tendance à estimer que la légitimité, c'est la question uniquement de leurs interlocuteurs, alors que eux-mêmes, de leur côté, c'est un travail qu'ils doivent faire de leur côté aussi, de construction de leur légitimité, pas nécessairement par des choses spectaculaires, mais par des choses assez simples, c'est-à-dire de passer par le même processus éditorial que les autres. Voilà. Après, il y a... C'est des questions très techniques, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'édition de l'imaginaire, dans les éditions de genre, enfin, on a des gens qui sont très fans, qui sont passionnés par ça, et donc on va avoir beaucoup de salons. C'est-à-dire que les maisons d'édition vont vendre beaucoup en salon, ce qui n'est pas le cas des forges. Si vous vendez beaucoup en salon, vous êtes en vente directe avec les gens. Si vous êtes en vente directe avec les gens, vous ne passez pas par la librairie, et donc vous ne passez pas par le type de contraintes intellectuelles qu'il y a à passer par ce détour qu'est le libraire, et on ne construit pas les livres de la même façon dans ce cas de figure. On n'a pas, parce qu'effectivement, si vous êtes dans un salon de l'imaginaire, les gens qui viennent vous voir, ils se prennent pas trop la tête sur légitimité ou pas légitimité. Ils aiment l'imaginaire comme ça. Si vous êtes dans un objectif de conquête d'un public plus étendu, qui n'est pas un public initialement acquis, vous devez passer par une réflexion sur les couvertures, sur la maquette intérieure. Vous
Voilà, et je pense que ce travail-là, il a été entamé par pas mal de maisons. Il s'intensifie sur les dernières années selon deux axes, c'est-à-dire en littérature générale, il y a de plus en plus de textes imaginaires. Donc, dans la collection Blanche Gallimard, j'ai compté l'an dernier, sur 90 titres, il y en avait 11 qui auraient pu être classés en imaginaire. Côté littérature de l'imaginaire, il y a un travail pour monter en gamme parfois. Alors, c'est à la fois les éditions Mu qui font de la transfiction un peu comme c'est un peu les cousins des Forges en termes de propositions esthétiques, mais ça peut être aussi Jaworski d'une certaine façon, au bouton, enfin voilà, pour citer des trucs plus visibles en fait. Ok. On arrive à la dernière question. On parle souvent des auteurs dits fondateurs de l'imaginaire. Donc, tu as évoqué Le Guin, Maurice. Mais qu'en est-il des auteurs actuels? Quel impact tu dirais que la génération récente d'auteurs d'imaginaire aura sur le genre? Alors, c'est très difficile à dire parce que alors, c'est des questions que je me pose par plein de biais, mais comme c'est une réflexion très très récente, c'est dur d'apporter. Alors, il y a un phénomène qui est très clair, c'est que dès quelque chose a du succès, ça déclenche des piles de manuscrits sur ça. C'est-à-dire que là, depuis 10 ans, on reçoit en permanence des dystopies, et moi j'en ai marre des dystopies. Voilà. Et des dystopies climatiques et tout ça. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais voilà. Donc tout ce qui marche à un point T provoque un afflux de manuscrits. Ça veut pas dire que ça provoque un afflux de publications, mais ça a quand même un impact sur les publications. Je pense que depuis 2-3 ans, surtout sur l'impact de Damasio, on a de plus en plus de textes très politiques. Ce qui est un tout petit peu gênant dans cette vague, et moi j'en ai publié aucun de cette vague-là, c'est que je pense que beaucoup d'auteurs et d'autrices oublient d'être des lecteurs, et que la première chose pour être un bon auteur, c'est d'être un bon lecteur. Je n'ai jamais connu de bon auteur qui ne soit pas un lecteur. Les gens qui me disent j'ai pas le temps de lire parce que j'écris, enfin voilà, c'est pas des bons auteurs. Voilà. Moi, j'ai fait ma thèse sur la psychologie de l'écriture. Enfin, c'est une thèse de philo, mais sur la psychologie de l'écriture, je me suis tapé un nombre incroyable de biographies d'auteurs, et j'ai jamais rencontré d'auteur qui ne soit pas un lecteur. Et le défaut de pas mal de ces manuscrits d'imaginaire politique, c'est que si on lit pas régulièrement en politique, si on n'est pas engagé socialement, si on lit pas des classiques, on est très naïf. C'est-à-dire, on dit des énormités. Voilà, c'est-à-dire que la réflexion politique de Le Guin, par exemple, ça lui vient d'une réflexion de 50 ans, et une réflexion où elle a été exposée à des expériences humaines, à des études, voilà, qui font que voilà. Alors, il suffit pas de faire des longues études pour écrire. Il y a aussi des grands auteurs qui avaient un niveau d'études très très faible, qui n'avaient même pas fait le lycée ou voilà. Mais donc effectivement, la production actuelle va avoir un impact. Enfin, je veux dire, ce qui marche aujourd'hui a un impact, mais voilà. Enfin, je sais pas ce qui. Oui, il y aura un impact. J'ai du mal à le mesurer. Je pense par exemple qu'en termes de fiction climatique, moi j'en ai un peu marre de tous les manuscrits sur les fictions climatiques, même si je pense que c'est le sujet politique le plus important de notre génération. Mais j'ai pas vu pour l'instant le grand roman. Donc à un moment, il y aura peut-être le grand roman sur ce sujet-là. J'ai lu des bons romans sur ce sujet-là, mais il n'y a pas eu le grand roman. Sur les questions gender, il y a des bons romans qui sortent. Alors moi, les romans de Rivers Solomon, pour moi, c'est des très bons romans. Je pense qu'à un moment, il y aura le très bon roman. Pour l'instant, j'ai lu pas mal de romans que je trouve naïfs, mais qui sont naïfs parce que alors moi, je suis pas un allié de la cause LGBTQ+, parce que pour être un allié, il faut y consacrer beaucoup de temps, il faut lire beaucoup, donc je suis pas légitime comme allié, mais je pense que c'est la deuxième cause importante enfin voilà, inégalité sociale, changement climatique et inclusivité. Voilà. Donc c'est les trois grands thèmes, donc c'est les trois thèmes les plus représentés dans l'imaginaire, surtout dans les manuscrits et aussi dans la publication, mais
je pense que si on écrit sur ces sujets-là, ça peut être intéressant, par exemple sur la question de l'inclusivité, de lire sur les homosexuels aux États-Unis dans les années 60-70, c'est-à-dire, il y a des milliers et des milliers de livres qui ont été écrits sur cette réflexion sur ça, et faut passer au cran d'au-dessus j'ai des manuscrits qui me disent faut être gentil avec les homosexuels. Moi, je suis atterré de gens qui pensent que c'est une bonne cause, mais qui sont pas capables de faire le boulot qu'il y a derrière. Et sur le changement climatique, c'est la même chose. C'est-à-dire voilà. Donc, mais c'est aussi lié au fait que je pense que tout à l'heure, je parlais de la nécessité dans toute œuvre littéraire, qu'elle soit littérature générale ou littérature de genre, de faire ce travail de world building. Pour moi, ce travail de world building, ça fait partie de ça, c'est-à-dire de se documenter, de réfléchir. Bon, comme tu vois, c'est très confus. C'est parce que c'est assez frais et que en fait, les éditeurs, ce qui est toujours délicat pour nous, c'est que parfois, on aurait presque envie, tel Victor Frankenstein, de créer l'auteur, c'est-à-dire d'aller chercher des morceaux, et de les coller et d'envoyer du jus dedans pour que ça prenne. Mais d'une part, c'est pas sûr que ça fonctionne. L'histoire de Frankenstein le prouve. Parfois, on arrive avec des contre-finalités, et puis parfois, on a envie de revenir à une position plus classique de l'éditrice ou de l'éditeur qui attend la boîte à manuscrits. Mais voilà. Alors c'est vrai que moi, par exemple, j'ai tendance à beaucoup parler, mais parce que je me dis que par ces interventions, ça va peut-être à un moment, il y a quelqu'un qui un jour va tilter, va se dire, faudrait peut-être que je lise ça ou ça. Et je sais que par exemple, plusieurs auteurs des Forges, je les ai repérés ou poussés dans une direction, dans un projet d'écriture, parce qu'ils s'étaient dit, il y a peut-être un truc à creuser dans ce sens-là, quoi. Et après, peut-être que je suis victime d'une illusion, peut-être que en fait, je me retrouve dans une situation où je dis aux gens, écrivez sur ça, les gens, pour me faire plaisir, ils écrivent sur ça, et en fait, je suis juste en train de dire, c'est intelligent ce que vous faites, alors que je suis juste, par narcissisme, en train de me dire, c'est des super idées que j'ai eues. Mais voilà. C'est intéressant parce que ces premiers textes, ces textes fondateurs, les plus connus, on va dire, de l'imaginaire, dans une certaine mesure, parfois, c'est des textes dont on valorise aussi beaucoup l'impact qu'ils ont eu au niveau des codes et de l'esthétique, et pas forcément toujours l'impact politique. Je vais prendre un exemple ultra cliché, mais je parlerai de Tolkien et de tout l'impact qu'il a eu sur la fantasy, la façon d'écrire de la fantasy, la façon de construire un univers dans la fantasy. Mais toi, ce qui te semble ressortir le plus, et ce qui te semble être apporté le plus par la génération actuelle d'auteurs, c'est finalement la volonté de s'emparer de thématiques sociales très actuelles, et pas tant en fait de redéfinir les codes. Non, et alors en fait, je viens de me rendre compte que j'ai en fait dit un truc horrible, et que c'est là où c'est que l'été dernier, j'ai écrit plein d'articles pour le MOOC Dune, et qui a été l'occasion de passer pour moi d'une lecture de fanboy quand j'étais ado puis jeune adulte de Dune, à vraiment une étude, d'aller chercher ce que signifiait le texte, comment il a été reçu, les sources de l'auteur, son intention, le fonctionnement du texte, séparer l'intention de l'auteur et ce type de choses. Et c'est vrai que par exemple Dune, l'auteur Frank Herbert avait deux visées politiques de son époque, et en fait elles n'ont pas du tout marché, au sens où ça n'a eu aucun impact ce qu'il a fait. Et c'est pire que ça. Alors ces deux visées, il y a un peu une visée écolo, mais pas selon une écologie radicale comme on peut l'avoir, mais plutôt proche d'un courant conservateur à l'américaine et à la britannique, c'est-à-dire plutôt au centre droit, mais une optique conservatrice qui est très fréquente en Angleterre et aux États-Unis, enfin au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais c'est une forme d'écologie. Donc c'est parce que souvent Herbert après a dit faut pas me mélanger avec les écolos radicaux, c'est pas la même cam. Et sinon son grand truc c'était la dénonciation des leaders charismatiques. Et en fait l'impact qu'a eu Dune, c'est que c'est lu massivement par des ados qui se disent ça serait trop bien d'être Paul Atreides et de pouvoir éclater tout le monde avec des super pouvoirs. Donc c'est un peu la contre-finalité totale là, voilà.
Et les gens lisent très peu, enfin, c'est des bonnes ventes, mais ils lisent moins les volumes 2, 3, 4, 5, 6, où vraiment Herbert détruit le personnage de Paul Atreides pour démontrer que le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, et tout ça. Donc en fait, c'est vrai que le succès du livre doit plus à sa forme littéraire, très épique, très space opéra, très nourrie par des références extra-littéraires, des références à l'histoire européenne, les conflits entre les maisons, enfin entre les monarchies, à l'OPEP, enfin à plein d'autres considérations qui sont... voilà. Donc c'est vrai que... alors après, c'est difficile pour moi de donner en exemple un texte des Forges, mais par exemple, j'aime beaucoup Un long voyage de Claire Duvivier, qui est un roman qui a eu un très bel accueil cette année, et puis je pense qu'il va continuer, qui est un roman très simple, mais qui coupe avec certains codes esthétiques. C'est-à-dire que elle, dans son projet, et je pense que l'intention de l'autrice et l'intention de l'œuvre, pour une fois, sont à peu près alignées, il y a cette dimension d'aller contre le récit héroïque à l'américaine, qui est devenu très dominant dans la fantasy, qui d'ailleurs n'était pas du tout un récit à la Tolkien. Je pense qu'on est vraiment dans le cas de figure où il y a la tension entre les deux traditions de la fantasy, tradition britannique, tradition américaine qui est plus pulp, plus sur le héros aux mille visages, le récit d'éducation, ce type de choses. Et alors que sur Tolkien, on n'a pas ça, c'est-à-dire on a une approche, c'est une fellowship, donc plus collaborative, marquée par Maurice, voilà. Et chez Duvivier, finalement, il y a beaucoup d'idées politiques, mais qui sont des idées qui sont liées à son tempérament, donc ça va affleurer sur certains passages. Mais quant à donner une visée globale de l'œuvre d'un point de vue politique, ce n'est pas possible. C'est pas une œuvre à message. Et en fait, elle, quand elle explique la manière dont elle a construit, c'est que c'est un moment dans le texte, il y a un gros twist, et elle a construit à partir du twist. Donc on sent que, mais c'est souvent comme ça en fait, les auteurs en fait ne construisent pas à partir de leur visée politique, à partir d'un message, mais à partir d'une visée narrative, quelque chose qui les frappe, et après ils construisent, et c'est leur tempérament qui remonte. Tolkien, c'est quelqu'un de politique, mais son tempérament est différent. Finalement, il aurait des points communs. Alors, ça va faire hurler les gens avec Herbert, parce que c'était aussi un conservateur au sens britannique, c'est-à-dire avec le lien à la nature, le lien à la collectivité, le lien à la tradition, le refus de l'autoritarisme, enfin ce type de choses qui remontent. Donc, il y a bien une dimension politique dans Tolkien, mais c'est vrai que c'était ni sa visée, ni l'effet principal de son œuvre. C'est-à-dire... ça va être très dur de déduire un programme politique du Seigneur des Anneaux, quoi. En dehors de, on peut être pieds nus, fumer la pipe et lire des bouquins, quoi. C'est mon programme politique, voilà. Donc oui, c'est ça qui est un petit peu bizarre ces jours-ci, c'est que beaucoup de gens se tournent vers la SF en disant qu'ils l'aiment et ils en font un vecteur à message, alors qu'en fait, je me demande si inconsciemment, et là, comme c'est à la fin de la vidéo, les gens ne le verront pas et personne gueulera, mais si en fait ils ne reconduisent pas inconsciemment une forme de mépris des littératures de genre comme des littératures immatures, c'est-à-dire des littératures pour les enfants, pour leur apprendre des trucs. Donc voilà, et je vois ça aussi chez les mauvais auteurs jeunesse qui pensent que faire de la littérature jeunesse, ça veut dire apprendre des trucs aux enfants, leur dire faut être gentil, faut aimer son prochain, des trucs comme ça. Alors que les grandes œuvres jeunesse sont rarement des œuvres comme ça, c'est-à-dire Max et Maxi Monstre. La grande signification de Max et Maxi Monstre n'est pas très simple en fait. Et ce qui fait fonctionner les vraies œuvres d'art, c'est rarement effectivement leur visée politique, quoi. Par contre, c'est vrai que souvent, ça permet de lancer le mouvement, quoi. C'est de se lancer dans l'écriture. Comment Eh ben non, j'ai oublié. Bon, tant pis, c'est pas grave. Non, mais il y a... Oui, enfin, on pourrait prendre pas mal d'exemples comme ça de... Je sais pas, moi, j'ai beaucoup travaillé sur Kafka. Kafka, j'ai été étonné de découvrir que très, très souvent, il avait une visée politique quand il écrivait ses textes, qui perdait à moitié en cours de chemin. Et aujourd'hui, on ne peut pas assigner une intention à ses œuvres qui était la même que les intentions qu'il a eues à certains moments de son écriture.
Voilà, il y a un moment de toute façon où c'est là où c'est des vrais écrivains. C'est que leur tempérament d'écrivain va surmonter tout le reste, en fait. Ok, ça me semble très bien tout ça. On va pouvoir s'arrêter pour l'interview. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon courage pour le montage, s'il y en a. Et puis à la prochaine.